Bonjour à tous, bienvenue au 4e épisode du podcast des Géants du couvre-plancher. On prend le plancher. Je me nomme Francis-Luc Arbeck, propriétaire des Géants du couvre-plancher, avec mon partenaire Alexandre Grenier. Salut Alex. Salut Francis. Aujourd'hui, on prend le plancher avec Pierre-Philippe Guérette de Centura. Ça tombe bien, Centura, commanditaire de ce 4e épisode du podcast. Salut Pierre-Philippe. Salut les gars, content d'être là. Merci de l'invitation. Merci d'avoir accepté, c'est le fun que tu sois là. Fait que Pierre-Philippe, parle-nous de Centura. Yes, Centura, une compagnie canadienne, une compagnie qui va fêter ses 100 ans en 2029, donc établie, fondée en 1929, fondée à Toronto, 1929, rachetée par la famille Cowie en 1942, donc les propriétaires actuels. Monsieur Don Cowie, qui a racheté ça, puis ça s'appelait pas Centura à l'origine, ça s'appelait Central Supply Company. Donc, puis c'était pas un distributeur de couvre-plancher, c'est un distributeur de briques, mortiers, de produits de composite. Fait que, puis ça a été ça pendant plusieurs années. Ils ont intégré le revêtement de murs et de sol au fil des ans. Donc, puis c'est devenu excusez-moi l'anglicisme, leur core business au fil des années. Donc, Centura est devenu un joueur majeur au Canada dans la distribution de revêtements de sol et de murs. Le nom Centura est apparu dans les années 80. Donc, on le connaît sous Centura au Québec, mais on le connaît beaucoup sur Centura Tile dans le reste du pays. Donc, dans les années 80, Central Supply ne faisait plus vraiment de sens avec ce qu'il faisait. Puis c'est un nom bilingue, on va dire, Centura. Il n'y a pas de supply, il n'y a pas de compagnie. Fait que, il y a eu ce changement-là. Aujourd'hui, le Centura au Québec a débuté en 1900, ça va faire 60 ans l'année prochaine, en 1966. Donc, voilà, on est bien établi à travers le pays. Au fil des années, la famille Cowie a ouvert 13 succursales totales au Canada. Donc, on couvre pas mal tous les 4 coins du pays. Puis voilà, on vend, la céramique, puis c'est un beau coin que vous avez ici. On est entouré de nos produits. Donc oui, c'est une grosse partie de notre chiffre d'affaires, mais c'est bien plus que ça. Là. On vend plusieurs catégories de produits. Vinyle, essentiellement, tapis, à peu près tout sauf du bois franc. Tout est un grand mot, là, parce que il y a beaucoup de produits à tous les ans, tous les mois qui font leur apparition dans le marché. Mais, la majorité des catégories de produits là, qu'on connaît. Là, donc aujourd'hui, c'est M. Brian Cowie qui est le deuxième génération depuis le rachat de la compagnie en 1942. Donc, distributeur, on s'amuse. Distributeurs qui sont créneaux et beaucoup les marchands, les détaillants comme les Géants du couvre-plancher, qui est un excellent client pour Centura. Puis au fil du temps, on a étendu ça avec d'autres volets commerciaux ou autres. Mais cette histoire. Bureau, salle de monte à Montréal. Au Québec, moi je m'occupe du Québec. Donc on a un centre d'un point de service dans la ville de Québec, puis à Montréal, à Ville-Saint-Laurent. Tout nouveau à Québec aussi, hein, tu me disais. À Québec, on est établi depuis le même moment, les années 60. Mais les années 60. Le bâtiment, on a déménagé, on a construit en 2017, ouvert en 2018, puis on vient de faire un agrandissement d'entrepôt de 45 000 pieds carrés d'entrepôt seulement. Fait qu'on a un bel avancement, puis ça va dégorger nos opérations pour la Ville de Québec. Puis évidemment, le but est d'étendre les ventes. Tant mieux. Puis, une belle idée de Centura. Mais toi, mettons, là, toi, Pépé, là, tu viens d'où? Puis, c'est quoi ton rôle, toi, là-dedans? Pépé, c'est un gars de Drummondville. Je viens d'une famille d'entrepreneurs. Originalement, je viens pas du domaine de couvre-plancher, je viens du domaine de la machinerie à bois. OK. Yep. Fait que mon père a repris une des entreprises familiales, qui est la compagnie Générale. Donc, un manufacturier puis un importateur de machinerie à bois. Je suis sorti de l'université, j'ai toujours travaillé là jusqu'à temps de quitter pour Centura, mais
Travaillé à temps plein en finissant l'université. Le pourquoi que je ne suis pas devenu la troisième génération, j'ai toujours travaillé pour ça. Longue histoire courte, 2008, crise financière. Les ventes américaines ont pratiquement été tombées à zéro. Donc, il y a eu des décisions à prendre, restructuration dans une des 2 divisions. Mon père avait un partner, puis il n'y avait pas nécessairement la même vision de comment restructurer l'entreprise. Donc, au même moment, il y a eu des intérêts chinois qui sont arrivés pour acheter l'entreprise, puis ils ont décidé de vendre. Oui, exactement. J'avais 30 ans. Je pense que j'étais prêt pour reprendre la relève, mais le partner, mon père, était plus jeune, puis il n'était pas... Un gros deuil pour toi ou ça? Hey, sérieux, c'est drôle que tu dises ça. Ça a été un deuil. Ça a été vraiment... tu sais, bien des affaires que tu peux passer par-dessus, mais depuis que tu es haut comme ça, là, tu travailles dans l'usine avec tes peut-être futurs employés. C'est ce que je travaillais pour. Puis, non, je l'ai utilisé, ce terme-là, deuil. Mais tu sais, c'est comme toute la vie est bien faite. Là. Tu passes par-dessus. Puis quand je suis arrivé, donc je suis parti 2013 dans le due diligence de la vente de l'entreprise. Je me suis retrouvé chez Centura comme directeur des opérations pour le Québec. Puis oui, un deuil, mais j'ai retrouvé une place où ce que le monsieur Claude Daigneault, qui était le directeur général à ce moment-là depuis le début des années 2000, il m'a fait une place, il m'a inclus dans bien plus large que ce qu'un directeur des opérations normales devait gérer. Fait que ça m'a motivé, ça l'a aidé à faire ce fameux deuil-là. Puis fait que 2013, excusez-moi, directeur des opérations jusqu'en 2022, moment où M. Daigneault a pris sa retraite. Ouais. Puis j'ai pris la relève, les rênes de cette compagnie-là pour le Québec. Donc voilà, ça fait bientôt près de 3 ans que je suis à la tête de Centura puis des décisions qu'on prend. Le défi se passe bien? Le défi se passe bien, on s'amuse. On a une belle équipe. Écoute, M. Daigneault m'a laissé une équipe solide. C'est vrai. C'était son équipe, mais vraiment bien rodée, une belle équipe, des belles valeurs. Fait qu'après ça, ça fait simple à dire, mais c'est juste de continuer dans cette veine-là. Puis les valeurs me rejoignent énormément. Donc, yes, la petite histoire de Pépé. C'est le fun d'en apprendre plus sur toi et ton parcours. Yep. Pépé, pour nous, chez les géants, Centura, c'est un fournisseur majeur. Mais peux-tu nous en dire plus sur le rôle d'un distributeur comme vous autres? Qu'est-ce que ça fait, en gros, un distributeur comme Centura? Excellente question. Le rôle d'un distributeur, ça peut paraître simple, mais tu sais, dans un... Regarde, on le prend ici, là. Vous avez tellement de produits. Le rôle d'un distributeur, mais premièrement, c'est de faire une sélection de produits, puis d'être toujours à la recherche de ce qui se fait, le dernier cri, la nouvelle tendance, la nouvelle technologie du marché. Donc, c'est notre rôle d'aller rechercher ça pour vous offrir le produit le plus tendance, le plus actuel, parce que il y a de la compétition, la clientèle a toutes sortes de moyens de s'informer aujourd'hui, fait que c'est certain que c'est notre devoir d'aller chercher les dernières tendances. Après ça, bien, il faut les acheter en grande quantité, les inventorier, puis après ça, évidemment, les distribuer à différents clients. Échantillonnage. L'échantillonnage, exactement. Donc, c'est le rôle d'un distributeur. Oui, il y a eu quelques manufacturiers dans les dernières années qui ont essayé d'aller direct en se disant, oui, en essayant d'être plus compétitif, en coupant un intermédiaire, essayer d'aller descendre le prix pour aller chercher des parts de marché, mais un manufacturier à la base n'est pas structuré pour revendre en plus petite quantité. Donc, c'est là que le distributeur entre en ligne de compte. Puis, un magasin, un client comme les géants, où vous avez une gamme de produits tellement large, vous voulez avoir à peu près tout à offrir pour votre clientèle, pour aller closer une vente, encore une fois, pour parler bien français. Vous n'êtes pas capable de stocker au conteneur tout ce que vous avez. Donc, vous voulez avoir une gamme large, puis nous autres, on est là pour offrir une portion de votre gamme, mais qu'on
qu'on achète au conteneur. Puis, donc, voilà le rôle d'un distributeur. Donc, c'est un peu la chaîne standard. Est-ce que ça va être comme ça pendant encore plusieurs dizaines d'années? Seul l'avenir nous le dira, mais pour le moment, puis surtout dans un territoire comme le Canada puis le Québec, où c'est tellement un territoire vaste, on a besoin. On a besoin d'avoir une chaîne d'approvisionnement, je ne veux pas dire à l'ancienne, une chaîne d'approvisionnement avec différents niveaux. Classique, Le classique, exactement. Parce qu'on veut offrir dans des territoires éloignés, même dans des territoires moins éloignés, on va offrir une gamme vague, large, puis de là, puis tu sais, inventorier à votre niveau, c'est des coûts, c'est de l'espace, c'est de la logistique. Donc, on a chacun notre spécialité, puis nous, c'est de trouver les tendances, acheter en gros, puis être prête pour... puis tu sais, c'est un marché de tendance, ça fait qu'on... C'est un hit and miss. Des fois, on choisit une collection qui va être winner pendant 10 ans, mais la majorité du temps, les tendances changent rapidement, puis on se retrouve à liquider quelque chose en dedans d'un an ou deux, puis on repart. Ouais, puis, c'est toujours à recommencer. À petite échelle, c'est pareil pour nous autres. Là, on a, mettons, tout près d'une centaine de céramiques en stock qu'on stocke à grande quantité, mais on a 4000 panneaux de céramique qu'on peut vendre à la commande, comme je suis un distributeur chez Centura. Fait que... Exactement. Puis, quand ce que vous décidez de proposer, mais pas inventorier, bien, nous autres, on l'a. Puis, vous pouvez venir, à la limite, chercher ça. Je ne veux pas mettre de pression, mais l'après-midi même ou le lendemain. Là. Donc, c'est là où la recette du distributeur puis d'une entité comme les géants, c'est un partenariat qu'on a ensemble et qui fonctionne bien. D'où ce qu'on disait tantôt de la classique chaîne d'approvisionnement. Là. Exactement. Ça rend facile. Les produits, pour un peu continuer ce que tu disais, les produits qu'on tient en stock sont disponibles là tout de suite, mais les produits que vous tenez en stock, bien, c'est facile pour nous d'aller en chercher. On les a rapidement. On n'a pas besoin de les stocker pour... c'est notre rôle de les avoir. C'est notre rôle de vous les remettre rapidement quand vous venez les chercher, évidemment. Le plus juste possible. Pas se tromper, pas faire d'erreur. C'est le nerf de la guerre en termes de qualité de service. Puis après ça, faire le suivi jusqu'au moment où le produit est installé chez le client. Exactement. Puis tu parlais tantôt là, de faire des achats, de la sélection de produits. C'est où ce que vous approvisionnez en général? Tu sais, je sais que la céramique, ça peut venir de partout. Puis les produits de pose, ces choses-là, ça vient d'où tout ça, majoritairement? Écoute, ça vient d'un peu partout sur la planète, honnêtement. Il y a des manufacturiers locaux, il y en a plusieurs, québécois, canadiens. Mais en termes de, si on prend la céramique, les carreaux, par exemple, nos partenaires principaux sont vraiment en Italie et en Espagne. Donc, la forte majorité est là. Ensuite de ça, on peut pas négliger l'Asie, la Chine, en termes de rapport qualité-prix. C'est encore aujourd'hui dur à battre. Des pays comme la Turquie sont des très grands producteurs de céramique. Sinon, le Portugal, qui est originalement qui est un des premiers pays producteurs de céramique. En ce moment, on a une collection du Portugal, puis moins que tu en as, plus que la logistique est complexe. Fait que il y a un phénomène de circonstances qui fait en sorte qu'on n'achète plus beaucoup de ce pays-là. Même chose le Brésil. Le Brésil est un énorme producteur de céramique. Vu que c'est dans le même continent que nous, on a l'impression qu'il y a une proximité, mais c'est plus rapide commander quelque chose de Chine que du Brésil. Fait que la logistique fait en sorte souvent qu'on n'a pas de collection du Brésil en ce moment. Les États-Unis produisent des super produits. On n'en vend aucun au Québec. Il y a d'autres succursales à travers le pays. Ontario, plus précisément, qui en ont plusieurs. Bon, aujourd'hui, on se questionne un petit peu sur l'avenir de ce partenariat-là, mais nous, ce n'est pas une histoire de l'ère 2025 avec les Américains. C'est écoute, la logistique. La logistique, je vais prendre 2 secondes pour parler de ça. C'est vraiment le nerf de la guerre pour un distributeur. Si on se dit livrer un conteneur, un truckload de céramique provenance du Tennessee, ils sont pratiquement tous au Tennessee, les manufacturiers de céramique. On parle de
plusieurs milliers de dollars de plus en transport versus Toronto, London ou des villes en Ontario. OK. Quand tu regardes ça, ça fait un... Tu te demandes pourquoi, là, mais tu sais, au niveau du camionnage, le in and out des villes, ils viennent pleins, ils partent vides. Fait que c'est un calcul, c'est une logistique qu'il faut vraiment tout prendre en considération. Donc, pour répondre à la question, l'Europe est notre plus grand partenaire. OK. Italie, Espagne, un petit peu Turquie, l'Asie. L'Inde est un joueur, on se questionne sur l'Inde qui commence à monter tranquillement. Le Vietnam, qui est un peu la béquille des Américains pour les tarifs, parce que les Chinois ont beaucoup transféré de la production vers le Vietnam. Mais on a quelques collections de l'Inde, mais c'est pas encore un joueur principal avec nous. Puis avez-vous des gros noms de manufacturiers, là? Je sais que dans les produits, excusez, je cherche mes mots, mais les produits d'accessoires, si on veut, vous êtes distributeur de Schluter. Absolument. On a plusieurs. Là, je veux dire, on a puis certains qu'on a une exclusivité. On a les American Built-Right, Ropey, Tech, qui est notre ligne exclusive de produits d'installation. Target au résidentiel, Forbo au niveau commercial. Schluter, comme tu dis, qui est un partenaire majeur pour nous depuis plusieurs années. Outils accessoires, qui est un créneau qui est en expansion. Donc, les Ruby, les Raimondi, les Sigma de ce monde, j'en passe. Ouais. Beaucoup. Qu'est-ce que je pourrais dire? Au niveau la planchette de vinyle, qui est un incontournable, surtout quand tu es un joueur qui est actif au niveau commercial. Donc, nos partenaires en Asie sont super importants au niveau de la planchette, du SPC, du LVT, là que ça se passe, là. Ouais. Il y a d'autres pays qui en produisent. Les États-Unis en produisent. La semaine dernière, je parlais avec un manufacturier français qui en produit, mais ils ne sont pas compétitifs pour ce créneau-là, puis ils vont servir des marchés locaux. Mais non, c'est un incontournable. Même chose pour le bois laminé. C'est l'Asie qui est... Si tu veux être dans la game au niveau commercial, c'est là que ça se passe encore. Un truc que j'aimerais discuter avec toi, le côté tendance, nouveauté, là, on se situe en ce moment dans le couvre-plancher? Je te dirais la première tendance, puis c'est probablement plus large que le couvre-plancher, mais c'est produire dans l'éco-responsabilité. C'est vraiment là qu'on est. Donc, que les manufacturiers produisent des produits avec des matières recyclées, qui produisent de façon carboneutre. Même, on est rendu, l'Europe est assez avancée à ce niveau-là. On est rendu dans la carbopositivité. Donc, on a un coup pour produire un produit, on recrée, on annule la quantité de CO2 qu'on met dans l'atmosphère. Plus carbone zéro, là, on est plus loin que ça. Exactement. Donc, ça, je dirais que c'est une tendance qui est très, très forte. Sinon, la tendance, je vous dirais, puis là, je vais parler plus de porcelaine, de carreaux. Oui. C'est dans la continuité, dans le visuel. Fait que, je vais commencer par les formats. La grandeur, on ne se le cachera pas, ça continue d'augmenter. Le format 12-24, qui est encore très populaire, a été surpassé par le format 24-24. On a le format 24-24 jusqu'à un certain point rendu petit, donc on est dans le 30-30, 32-32. Le 24-48, comme on voit beaucoup autour de nous, prend une belle place. La clientèle a compris qu'on peut mettre des grands carreaux dans un plus petit espace. Ça donne un superbe effet, ça donne un effet wow. Mais je vais aller un petit peu plus loin, la continuité. Là, on parle de pavés, de tuiles de 2 cm de pavés extérieurs en porcelaine. On va parler des très grands formats, donc communément appelés les slabs, donc du 4 par 9, du 5 par 10 pieds. Puis on va maintenant jusqu'au comptoir, donc du 12 mm, du 20 mm en porcelaine. Fait que la tendance, je dirais une grande tendance, c'est dans la continuité où on va installer dans son salon, dans sa salle à manger, une tuile de, on va dire, 9 mm, qui est à peu près la moyenne, 8 à 9 mm d'un carreau standard. On continue ça vers l'extérieur avec un pavé 2 cm que, quand au toucher, c'est très, très antidérapant, mais au visuel, c'est le même visuel. C'est un imprimé
digital, pareil comme un carreau normal. Après ça, les grands formats, les slabs, on peut installer ça en dosseret, en foyer, dans les douches. Donc, aucun joint, un effet qui va se rapprocher d'un effet de la pierre naturelle. Mhm. Puis, après ça, les comptoirs. On peut avoir même un comptoir d'un îlot avec le même visuel. Donc, là, c'est là que les designers d'intérieur vont rentrer en ligne de compte puis ils vont faire un mix qui va être visuellement selon ce que le client y recherche. Mhm. Mais on pourrait, à la limite, mettre le même effet visuel d'un bout à l'autre d'une maison. Donc, la majorité aujourd'hui, je dirais, des collections ont le 2cm pour l'extérieur, ont le très grand format, puis là, on commence à voir de plus en plus de comptoirs qui sont dans la même collection, qui ont le même visuel. Fait que je dirais que c'est une tendance qui est très, très forte en ce moment. OK. Sinon, les effets 3D, les effets texturés, tu sais, veut pas, on essaye d'imiter de quoi de naturel dans une porcelaine, dans un carreau. Donc, on ne le voit pas, mais ces collections-là qu'on voit là, ici, quand on y touche, les agrégats, les pierres, ils sont surélevés. Donc, au toucher, au visuel, quand on est debout, on regarde avec l'effet de la luminosité. Le but est la quête d'imiter une pierre naturelle sans avoir les inconvénients de la pierre naturelle. Donc, les tendances sont là. Un marbre, tu touches puis tu sens la veine qui creuse. Donc, avec les nouvelles technologies, les nouveaux fours, les nouvelles presses, ils peuvent faire ça. Donc, ça aussi, c'est une tendance très, très, très forte. Merci pour les tendances, Pierre-Philippe. C'était vraiment intéressant. On est déjà rendu au petit bout des questions rafales. Ça nous aide un petit peu à en apprendre plus sur Pépé. Fait que ça va être assez rapide. J'ai essayé de faire ça aussi. J'ai peur. Oui, j'espère. Non, c'est bien standard. Je sais que tu as déjà fait un petit ski. Mettons que tu as le choix, là, tu t'en vas dans les Rocheuses ou dans les Alpes? Écoute, je suis allé dans les Rocheuses à quelques reprises, jamais dans les Alpes. Je vais aller où la neige va être. Je vais dire les Alpes. OK. Encore là, tu as un choix à faire. Tu vas aller voir un show de musique ou du sport? C'est dur, mais je vais te dire le show de musique. OK. Ouais. Good. On revient dans la céramique. Tu as parlé de format tantôt. T'es-tu plus, mettons, carré 32-32 ou 24-48? Je vais y aller avec le carré simplement parce que c'est plus versatile en termes d'endroits où on peut l'installer. OK. Moi aussi, j'aime ça. On revient au sport. Là, c'est hockey ou football? OK. OK. Super. Puis, tu sais que tu te promènes un peu, mais ville ou campagne? Écoute, je pense que avec l'âge, on retourne vers la campagne. Je mentionnais Ginette Drummondville, pas loin de Saint-Hyacinthe, l'odeur de la campagne. Non, il faut répondre de la campagne. Ouais. OK. Mais je reste en ville. C'est correct. Mettons que tu aurais un dernier repas à manger. Tu vas voir quoi? Ça va être des fruits de mer. Fruits de mer, oui, OK. Ouais. Good. Puis, un autre choix de réponse, mettons, musique de ton adolescence ou plus actuelle? Écoute, quand tu te poses la question, tu reviens à tes racines. Je vais dire la musique de l'adolescence, oui. All right. Puis, avec tous les fournisseurs que tu as nommés là, à travers le monde, là, je sais que tu as déplacé un petit peu. T'es-tu plus, mettons, Allemagne ou Italie? Je sais que tu as fait ça, mais... Je vais dire l'Italie. L'Italie? Oui. Ouais, l'Italie, il y a un côté exotique à l'Italie, tant par la nourriture que par dur à expliquer. La vibe italienne est dure à battre. C'est un tout. Hein? Il y a toutes sortes de choses dans toutes sortes de régions. C'est vraiment impressionnant. Absolument. Ça fait le tour un peu des questions à rafale. Je te remercie beaucoup de ta participation. Yes. C'était vraiment le fun. Déjà fini? Déjà fini. Bon signe. Merci les gars. Merci beaucoup, beaucoup de l'invitation. Ça a été apprécié. Ça a été le fun. Merci à toi. Yes. Puis, on est chanceux aujourd'hui. On a quand même eu plusieurs informations importantes. On a appris sur l'histoire de Centura. Plusieurs choses, en fait, que je ne connaissais pas moi-même. On a appris un petit peu sur toi aussi. On a su c'était quoi, en fait, un distributeur de couvre-plancher, parce que c'est quand même un maillon important dans la chaîne de distribution pour se rendre au consommateur final.
On a aussi parlé des nouvelles tendances, de tout ce qui est possible, tout ce qui est disponible sur le marché. Puis il y a plusieurs choses aussi que des fois, on ne le sait même pas, on ne s'en rend pas compte que les tuiles, la même tuile que je peux avoir dans ma cuisine, bien, je peux l'avoir le même dessin à l'extérieur ou sur mon comptoir. C'est quand même un truc intéressant à dire. Puis comme tu dis, les designers à ce moment-là, c'est là qu'ils peuvent faire leur travail pour faire un bon design. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à nous donner là, avant la fin de l'émission? Oui, je dirais oser. Oser. On voit des looks un peu plus funky. Là, puis, auparavant, c'était un peu réservé au commercial où c'était pas un endroit où on restait à temps plein, on couchait, on se levait pas le matin puis on voyait ça. Mais il y a des looks aujourd'hui qui vont braver le temps. Puis, on parlait encore des designers qui sont capables de faire des bons mix où on est capable d'avoir un look un peu plus soft qui va durer dans le temps, mais avec des accents un peu plus funky qui vont donner un effet wow à sa résidence quand tu vas, quand nous, on rentre personnellement, puis quand tu as des invités aussi. Mm-hmm. J'aime ça, c'est le fun. C'est un très bon conseil, honnêtement. Merci encore d'avoir participé à l'émission. On est vraiment content de t'avoir eu. On a vraiment vu des choses, je trouve, différentes de ce qu'on a vu dans les derniers épisodes. Donc, merci. Tu avais plein d'autres choses à dire, fait qu'on va te réinviter. Oui, c'est ça. Prochain épisode. Merci les gars, c'était vraiment cool. Encore une fois, merci Pépé. On est présent sur tous les médias sociaux. Suivez-nous pour le prochain épisode. Vous avez un plan? On a les planchers, conseil inclus.